débats actuellement aux États-Unis là-dessus. Enfin, vous trouvez, tapez, je ne sais pas quoi, patent, commons, voilà, et vous allez trouver plein de choses. Je reviens sur un sujet qui je pense toujours d'actualité, c'est l'histoire des abeilles et du fait que les apiculteurs ne sont plus très contents de ces herbicides, etc., qui sont brevetés et qui empêchent les apiculteurs de pouvoir faire fonctionner leurs abeilles comme elles devraient pour faire du bien, etc. Alors, où se trouve juridiquement la responsabilité de ces gens qui finalement ont semé des choses qui fait que, paraît-il, des problèmes au niveau de... Voilà. Là aussi, faites attention à ce qu'on lit un peu partout. Il semble qu'il y ait un consensus, y compris des apiculteurs, la plupart d'entre eux, sur le fait qu'il n'y a pas une cause à la mortalité anormale des abeilles, mais c'est multifactoriel, avec à la fois, ils accusent effectivement particulièrement les semences enrobées, ils ont très peur des semences transgéniques, voilà, mais il y a aussi énormément de choses qui tiennent à des virus, et il y a aussi énormément de choses qui tiennent à la disparition de la nourriture des abeilles, parce que du fait qu'on a ces immenses exploitations, les abeilles n'utilisent pas le blé, si vous voulez. Voilà, bon. Donc lorsque vous avez des centaines d'hectares de blé, les abeilles ont rien à manger, et apparemment il y a un très gros problème de pure alimentation des abeilles. Mais il y a autre chose, parce que y compris dans des lieux quand même un peu protégés, comme les contreforts des Alpes, les machins et les trucs, on a aussi de la mortalité des abeilles. Bon. J'ai une petite question vraiment de Béotien. Est-ce que le droit des brevets est un droit national? National, européen, international. Et au international, qui en est l'émetteur? L'OMC. Ah bah oui. L'OMC et l'OMPI, les deux, mais disons l'instrument le plus efficace c'est l'OMC, parce que l'OMC a un organe de règlement des différends. Donc lorsqu'un pays n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la législation d'un autre pays, donc lorsque la base minimale qui a été élaborée dans ce qu'on appelle l'accord sur les ALPIC ou les TRIPS en anglais, un pays peut saisir l'organe de règlement des différends pour faire juger que la législation d'un autre pays n'est pas conforme à l'accord sur les ALPIC. Donc, c'est pour ça que c'est devenu vraiment un instrument mondial. D'abord, il y a presque tous les pays de la planète. Le texte est assez clair. Il offre pas mal de possibilités, y compris des souplesses intéressantes pour les pays les moins avancés, etc. Donc voilà, c'est devenu vraiment l'instrument de référence. Mais il n'empêche qu'un pays comme l'Argentine peut décider de fonctionner sur des règles juridiques assez radicalement différentes d'un autre pays. Bon, il y a des souplesses dans l'accord sur les ALPIC, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la disposition qu'on retrouve dans toutes les législations selon laquelle les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, machin, donc sont pas brevetables. Donc l'Argentine peut parfaitement dire que breveter les gènes, c'est comme ça que la loi a été votée, que breveter les gènes, c'est pas conforme aux bonnes mœurs argentines. Alors après, est-ce que l'organe de règlement des différends saisi accepterait, pour l'instant, les États-Unis n'ont pas saisi l'organe de règlement des différends sur les différends
différentes législations qui ne reconnaissent pas la brevetabilité des gènes. Il y en a quand même un certain nombre. Donc, je pense que comme ce sont souvent des clients et qui se rattrapent par ailleurs, que, par exemple, ils vendent beaucoup de Roundup, alors même ils vendent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont augmenté énormément le prix du Roundup. C'est que ça leur permet comme ça. Oui, mais le Roundup est dans le domaine public maintenant. Alors, la formulation du Roundup est dans le domaine public, mais Monsanto a inventé des formules un peu dérivées. Et si vous regardez les témoignages des agriculteurs sur le site de Monsanto, ce sont des témoignages extrêmement favorables aux nouvelles formulations. Et en plus, Monsanto ne vend ses semences qu'accompagnées de l'obligation d'acheter son Roundup. Oui, enfin, ce sont des clauses liées qui sont... C'est bien mon avis. C'est bien mon avis, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été attaqué, à ma connaissance. Hein. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste de droit américain, donc je ne sais pas ce que les Américains ont essayé de faire, parce que les Américains sont les premières victimes de cette clause liée. Donc, moi, j'ai toujours appris en droit de la concurrence que les clauses liées étaient incompatibles avec le droit de la concurrence. Et je suis très étonnée de les voir prospérer. En tout cas, j'ai vu les contrats. Ici, Oui, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, de l'Office européen des brevets, qui dit on ne peut exclure de la brevetabilité que si la chose était tellement répugnante. Ça me semble assez subjectif et je trouve ça bizarre en fait. L'appréciation de l'ordre public et des bonnes mœurs, sont des concepts qui datent du droit romain. Hein. Donc la catégorie a plus de 2000 ans, le contenu change selon les pays et selon les époques. Donc c'est forcément subjectif, c'est lié à l'histoire et c'est lié à ce que pense une société à un moment donné. C'est-à-dire on n'a plus du tout la même notion des bonnes mœurs maintenant qu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, ce qui avait été interdit de brevetabilité, par exemple, c'était une... Bon, ça le serait toujours probablement d'ailleurs, c'était une pique à opium. le principe de précaution français constitutionnel peut-il s'opposer à la brevetabilité d'un gène? Je vois pas bien. Il y a un risque. Il n'y a pas un risque avec le brevet. Il y a un risque éventuellement avec le gène, mais pas avec le brevet. Pour moi, le risque, c'est le principe de précaution, qui peut empêcher d'obtenir un brevet. Le principe de précaution pourrait empêcher d'obtenir un brevet? Je pose la question. Je crois pas. Je vois pas de cas. Je vois pas comment on pourrait produire une chose pareille. Le seul, mais à mon avis, on ne serait pas dans le domaine du principe de précaution que tout le monde croit très large, alors que c'est quand même pas si large que ça. Le seul exemple auquel je pourrais penser, mais en tirant les choses par les cheveux, ce serait par exemple de dire, ce que je disais tout à l'heure, breveter les gènes d'adaptation au changement climatique, ça peut nous empêcher de les utiliser à des conditions économiques favorables, et du coup c'est contraire à... mais il n'y a pas d'incertitude scientifique. Pour qu'il y ait l'application du principe de précaution, il faut qu'il y ait une incertitude scientifique sur un risque grave et irréversible. Donc, je ne vois pas. Ce serait plus sur le droit de la responsabilité. Ah oui, oui, ça c'est autre chose. Mais sur l'obtention du brevet, je vois vraiment pas. D'accord, bien. Je crois que
plus informelle, en tout cas moins formelle, propose un petit buffet dehors, sur la galerie. Et je vais vous donner, si vous voulez bien, les thèmes que nous avons prévus pour l'année universitaire, sachant que cette conférence est peut-être susceptible de changer, mais globalement c'est ce que nous avons essayé de prévoir à partir justement des indications que vous nous aviez données. Alors, le 9 décembre 2010, on a pensé à faire, donc là c'est quasiment, enfin c'est prêt, comment se protéger des inondations, avec quelqu'un de la Tyrannie de France, une personne d'EDF. Donc vous avez vu, il y a eu beaucoup d'inondations cette année, on en a beaucoup parlé, et puis 1910, 2010, c'est aussi le centenaire de la crue de la Seine, donc ça me paraissait tout à fait approprié de faire une conférence sur ce thème. 13 janvier 2011, il y aura une conférence qui a un lien avec l'actualité, puisqu'il y a une évolution du droit, justement, et ce sera la nouvelle carte des risques sismiques en France. Le 10 février, nous ferons une conférence sur les biocarburants. Le 10 mars, à l'occasion enfin, c'est un peu avant l'anniversaire de Tchernobyl, puisque c'était les 25 ans, c'était le 26 avril 86. On parlera des retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl et les conséquences environnementales et les expositions des personnes, avec Monsieur Champion de l'IRSN et vraisemblablement aussi une personne de Biélorussie, donc beaucoup plus près de la centrale. Donc le 14 avril, il n'y aura pas de conférence puisqu'on sera en période de vacances scolaires. Le mois prochain, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit qu'il y avait fait le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, c'est le 11 novembre, donc il n'y aura pas de conférence non plus. Le 12 mai, on a prévu une conférence sur les économies d'énergie et comment traiter le bâtiment ancien. Le 9 juin, une conférence sur les systèmes éco-électriques. Et le 13 octobre 2011, une conférence sur le stockage du CO2, le stockage profondeur du CO2. Ça a fait plusieurs conférences sur le CO2, c'est la suite. Qu'est-ce que c'est le système éco-électrique? Eh bien, je vous invite à venir le 9 juin. Éco-électrique, c'est composé par... Non, mais on enverra très honnêtement, c'était proposé par un professeur du CNAM qui est Monsieur Thomas. Et voilà, je vous remercie. Merci.